crois qu'on a été déconnectés. Oui. Bon. Très bien. Ah ouais, le problème, c'est que j'ai pas la clé, en fait. Mais je pense que Margot est en train de nous mettre administrateur, en fait, et que c'est pour ça que Ok. ça a sauté. Enfin, j'espère que c'est ça. Sinon, c'est un peu inquiétant. Parce que pour prendre le rôle, on me demande la clé de l'autre, mais je l'ai pas. Alors, attends. Non, mais elle est connectée, là. C'est des territoires Ouais. grandes écoles, c'est Margot. Parfait. Donc, ça devrait être bon. Ok, c'est bon. T'es passé animateur aussi ou pas? Non, pour Moi, le je viens moment, de il n'y a que toi. Alors, théoriquement, si tu vas dans participants, il y a la petite Ouais. flèche vers le haut, là, et tu dois pouvoir l'activer par là, la salle d'attente, je pense. Ah, j'ai que invité qui s'affiche, là, pour le coup. Alors c'est qu'on peut vraiment pas, du coup. Ah, bon. Et bah, tant Pas pis. grave. Alors, à moins que... Ah si, c'est bon, j'ai trouvé. C'est bon, j'ai activé la salle d'attente. Je ne sais pas comment Parfait. ça Bah, marche. du Mais je l'ai coup, désactivé. tu devrais voir, toi, dans ta colonne participants, les gens arrivent au fur et à Ah oui, mesure. alors attends. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon, c'est ça. Voilà. C'est nickel. Parfait. Bon, et bah, on va tous être là parce que du coup, la dernière intervenante vient d'arriver Ouais. dans la salle d'attente. Donc, nickel. Formidable. C'est parfait. Du coup, c'était... Enfin, voilà, on voulait se connecter un peu avant pour qu'on puisse tous se voir. Enfin, Bonsoir. 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 Alors, oui, donc je disais, enfin, on voulait se connecter un petit peu avant pour qu'on puisse un peu se voir avant et faire connaissance, comme du coup en vrai, même si c'est pas en vrai du coup. Donc, moi, je connais déjà du coup Perrine et Joël, mais sinon peut-être on peut se présenter avec Tanguy du coup. Et après, donc il y aura une troisième animatrice. Charlotte, mais elle était bloquée dans les embouteillages aux dernières nouvelles, donc pour l'instant on va faire sans elle, et puis si elle arrive en cours de route, elle reprendra la suite de la conférence. Voilà. Du coup, je vais commencer par me présenter rapidement. Je suis Mandine. Je suis chargée du pôle égalité femmes-hommes au sein de l'Association des territoires aux grandes écoles, du coup. Et sinon, je suis en master 1 de politique publique à Sciences Po. Voilà, du coup, Tanguy. Donc moi c'est Tanguy, je suis élève à l'École nationale de l'aviation civile en formation d'ingénieur en 2e année. Et je suis membre de l'association du Périgord aux grandes écoles. Je suis sur la communication et du coup je travaille sur le groupe de travail égalité des chances, égalité des genres dans du Périgord aux grandes écoles et puis depuis peu avec Mandine et les autres au niveau national. Voilà. Voilà pour nous. Donc, du coup, je ne sais pas si vous avez des questions ou avant qu'on commence. Voilà. Non, uniquement. Ok. Non, je pense qu'avec ce que tu nous as envoyé, on sait à peu près à quoi s'attendre. Bah, parfait alors. Du coup, on va pouvoir ouvrir dans la conférence à tout le monde, attendre que tout le monde se connecte. Et je pense que, si vous voulez faire, je sais pas quoi en attendant, couper vos caméras ou quoi. Voilà. Juste combien de temps tu penses que ça va durer? Alors, a priori, on avait prévu jusqu'à 20h30, si ça vous va. Donc, d'accord. En se disant, on Okay. s'était dit qu'on fait à peu près 40 minutes de questions pour voir combien de temps ça prend et après un échange avec les participants. D'accord. Okay. Voilà. Très bien. Okay. Mandine, est-ce que tu entends? Oui.
Est-ce que il serait possible d'avoir un lien pour une invitée ou c'est Oui, ouvert à tout le monde? non, c'est ouvert à tout le monde normalement. Juste avec avec le numéro de la réunion et le mot de passe? Ouais, normalement, Ou- je vous avais envoyé un lien Zoom, donc normalement, tu as le lien. Si tu veux, je peux te le D'accord. Et Je sinon, l'ai, mais je peux le donner. ouais, Voilà, ouais, j'ai une amie qui est là et qui suivrait bien la conférence. au contraire. Puis, Ok, super, parfait. Merci. attends,
t'entends aussi. Mon bébé, il a peur des poulaillers, hein. Alors, bonsoir, on va attendre quelques petites minutes que tous les participants finissent de se connecter avant de commencer. Qu'est-ce que c'est ça? Affichage. Puis il y a aussi, c'est très fréquent, des textes rattachés, qui sont des accords, des affronts, et en fait, Alors, bonsoir à toutes et à tous. On va commencer. J'espère que vous m'entendez correctement. N'hésitez pas à me dire si ce n'est pas le cas. Et juste avant qu'on commence, je vais demander à tous ceux qui ne prennent pas la parole tout de suite de bien vouloir couper vos micros, s'il vous plaît, pour pas qu'on ait de bruit de fond qui gêne la compréhension. Donc voilà, donc merci en tout cas à tous et à toutes d'être avec nous ce soir pour cette conférence. On est ravis de vous retrouver pour essayer donc de répondre à la question comment se faire une place dans des milieux professionnels dits masculins quand on est une femme. Donc je laisserai nos trois intervenantes se présenter juste après, mais je tenais vraiment à les remercier d'avoir accepté d'être parmi nous ce soir parce que je sais qu'elles ont toutes les trois des emplois du temps chargés.
Alors, avant de leur laisser la parole, je vais peut-être juste vous présenter rapidement l'association pour celles et ceux qui ne la connaîtraient pas. Donc, des territoires aux grandes écoles, c'est une fédération qui regroupe aujourd'hui une trentaine d'associations locales, dont le but est de favoriser l'accès des lycéens et des lycéennes des territoires aux filières sélectives, notamment en luttant contre l'autocensure et le manque d'information, donc notamment en intervenant dans des lycées ou par le biais d'un système de parrainage lycéens-étudiants, enfin, lycéens et étudiants-étudiantes, mais aussi en apportant un soutien financier avec par exemple un système de bourse qui est déjà développé dans certains territoires. Et donc récemment, on a lancé un groupe de travail sur les thématiques donc, de l'égalité entre les femmes et les hommes au niveau de la fédération. Puisque donc les inégalités donc entre les jeunes des territoires et les jeunes des grandes villes se cumulent avec les inégalités entre les jeunes femmes et les jeunes hommes. J'en profite aussi pour vous signaler, merci de bien vouloir couper vos micros s'il vous plaît, parce que voilà, ça fait un bruit de fond un peu gênant. Donc je disais que j'en profitais pour vous signaler que la procédure de lancement des nouvelles initiatives dans de nouveaux départements est actuellement ouverte et on manque justement de jeunes femmes qui veulent se lancer. Donc si ça vous intéresse, si vous voulez vous lancer, n'hésitez surtout pas à nous contacter, notamment à l'adresse mail candidature@dtge.org. Donc voilà, en ce qui concerne le déroulé de la conférence, on a une première partie qui va être consacrée à quelques questions que nous avons préparées pour nos intervenantes, puis nous vous laisserons un temps d'échange d'une quarantaine de minutes pour poser toutes les questions que vous avez à nos intervenantes justement. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, donc poser vos questions dans le chat au fur et à mesure, soit nous les poserons directement si elles sont en rapport avec le point qui est abordé, soit on les posera à la fin justement. Donc, Tanguy et Charlotte animeront le webinaire avec moi. Donc, Charlotte a un petit peu de retard, donc, dont elle s'excuse. Elle nous rejoindra tout à l'heure. Donc, voilà. Et donc, après cette introduction qui est déjà très, très longue, je vais vous demander, mesdames, s'il vous plaît, de bien vouloir vous présenter. Alors, je ne sais pas qui veut commencer. Peut-être Joël est la première que j'ai dans la liste des caméras. Donc, Ben voilà, bonsoir à tous. Donc Joël, j'ai 46 ans, j'habite Bordeaux. J'ai un ado de 16 ans et je suis pilote de ligne depuis 20 ans, voilà, à peu près. Pour parler des territoires, j'ai vécu la plus grande partie de ma jeunesse entre Biarritz et Pau, donc à Oloron-Sainte-Marie. Et ensuite, je suis partie faire de ma première et ma terminale, mes prépas scientifiques sur Rouen. Après la prépa, j'ai intégré l'École nationale de l'aviation civile en section pilote et en la sortie, ça a duré jusqu'à fin 96-97. À la sortie, ça n'embauchait pas, les compagnies aériennes n'embauchaient pas. Donc, j'ai travaillé 3 ans au sol sur la plateforme de Roissy pour apprendre à gérer les avions. Et je suis repartie finir ma formation et je suis rentrée à Air France en 2000. Et ça fait voilà, maintenant une petite vingtaine d'années. J'ai fait copilote pendant 5 ans sur moyen courrier, 4 ans, et puis 14 sur long courrier. Depuis une petite année, je suis commandant de bord sur moyen courrier. Voilà, je pense que... Merci beaucoup. Voilà, je voulais remercier Mandine de m'avoir proposé cette conférence. Voilà, je suis ravie d'être ici. Super. Alors, du coup, Perrine, tu es la suivante sur mon écran. Bonsoir à tous. Je m'appelle Perrine Serre, j'ai 41 ans, j'ai 2 petits garçons. Je suis grenobloise, alors je suis très fière de dire que je suis grenobloise, mais je commence à avoir passé quasiment la moitié de ma vie hors de Grenoble, mais quand même je tiens à dire que je suis grenobloise. Je suis administratrice civile au ministère de l'Intérieur. Alors, j'aime pas trop ce terme d'administrateur civil parce que typiquement, c'est un grade pour initier et on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Donc, je préfère utiliser le terme de sous-préfète. J'ai servi notamment en Savoie et en Martinique récemment et je suis actuellement à Beauvau, à Paris, adjointe du sous-directeur de l'administration territoriale, qui est la direction du ministère de l'Intérieur qui s'occupe de tout le réseau des préfectures et des services déconcentrés de l'État. Merci beaucoup. Et donc, Chloé, si vous pouvez conclure ces présentations, s'il vous plaît. On ne vous entend pas, le micro est coupé. Voici. Bonsoir à toutes et tous. Donc Chloé Mézy, 35 ans. Je suis docteur en musique et musicologie et chef d'orchestre. Je suis originaire de la Dordogne. Je suis née à Périgueux. Donc j'ai grandi dans le Périgord où on pourrait dire que j'ai eu une enfance et une adolescence très heureuse sur ce territoire et où j'ai commencé la musique.
J'ai une scolarité du coup qui m'a poussée à aller plutôt vers Limoges, justement pour pouvoir intégrer un conservatoire où j'ai obtenu en fait mes prix de conservatoire il y a quelques années. Et en parallèle, du coup, j'ai suivi un cursus en musique et musicologie, donc une licence à Paris 4 Sorbonne et un master et un doctorat du coup à Tours. Et alors que je me destinais en fait plutôt à une carrière universitaire, finalement, j'ai été happée par la direction d'orchestre. Donc, je dirais que depuis 2015 maintenant, puisque je suis repartie en formation auprès de l'École normale de musique de Paris dans cette année-là, donc depuis 2015, je mène du coup un parcours de chef d'orchestre, donc aussi bien en France qu'à l'étranger, puisque du coup, ce travail-là m'a amené à faire un petit peu le tour de l'Europe et à traverser l'Atlantique. Et depuis récemment, du coup, je suis la directrice artistique de l'ensemble instrumental de la Mayenne, les chefs d'orchestre. Et également, du coup, je monte un autre projet sur le territoire dont je suis native. Je serais très heureuse de vous en partager les nouvelles. Donc, le Lab Opéra Périgord-Dordogne qui vise en fait d'une part à l'élargissement du public de l'opéra et d'autre part à la valorisation des compétences des lycéens et des étudiants en formation professionnelle et technique, justement du territoire. Voilà. Très bien, merci à toutes les trois pour ces présentations. Donc juste avant de commencer, bonsoir à toutes et à tous. Donc moi je m'appelle Tanguy Rifoul, je suis membre du Périgord aux grandes écoles. Et voilà, et du coup j'ai travaillé avec Mandine sur l'organisation de ce webinaire. Alors avant de continuer, juste Perrine, est-ce que vous pourriez juste revenir sur, parce que vous nous avez dit que vous avez fait vos études à Grenoble et après vous êtes maintenant sous-préfète. Juste, ça a été quoi les études supérieures que vous avez faites après le bac notamment? Alors, moi, je suis très localo-centrée, parce que j'ai enchaîné après mon bac sur l'Institut d'études politiques de Grenoble et j'ai continué sur un troisième cycle à l'IEP de Strasbourg. Concrètement, être sous-préfète, ce n'était pas vraiment un choix, c'est un métier que je ne connaissais même pas, c'est plutôt un concours de circonstances. Le choix que j'ai fait, c'est le choix du service public, c'est-à-dire que dès le départ, dès le lycée, moi je savais que je voulais servir l'intérêt général et le bien commun, et c'était vraiment ça que j'avais en tête, mais du coup, mes modèles étaient plutôt très territoriaux et locaux. J'avais aucune envie de devenir haut fonctionnaire, déjà parce que pour moi, haut fonctionnaire égale Paris, et que quand on a 18 ans et qu'on n'est pas parisien, ça fait très peur Paris, et ça fait très peur, et surtout ça fait pas du tout envie. J'avais aucune connaissance de qui que ce soit qui travaillait en ministère. J'avais aucune connaissance du monde préfectoral, j'avais aucune connaissance des métiers de la sécurité, de la gestion de crise. Quand on est à Grenoble, on ne se dit pas que dans quelques années, on devra gérer les cyclones sur une île au fin fond des Antilles. Donc, c'était vraiment pas du tout de l'autocensure en ce qui me concerne. Moi, j'ai un milieu familial qui m'a beaucoup poussée. J'ai des parents enseignants qui me disaient « mais fais tout ce que tu as envie ». C'est juste une méconnaissance absolue de ces métiers-là. Donc, ça ne me serait jamais venu à l'idée de les faire parce que je ne savais pas qu'ils existaient, ces métiers. J'ai commencé donc dans la territoriale en passant les concours de la fonction publique territoriale. J'ai travaillé notamment dans le secteur de la politique de la ville. Là encore, ce n'est pas vraiment un hasard puisque moi, j'ai grandi en éducation dans les quartiers, en éducation prioritaire, et du coup, c'était aussi un choix de rendre ce qu'on m'avait apporté et ce que le service public et les pouvoirs publics ont pu m'amener. Mais finalement, eh bien, je me suis retrouvée à Paris, alors je me disais tout sauf Paris, parce que c'est un challenge professionnel de se dire la politique de la ville, si on a envie d'en faire, les territoires où on a le plus de challenge, ils sont en petite couronne parisienne. Donc j'ai servi pendant plusieurs années en tant qu'attachée territoriale, et puis j'ai décidé de repasser les concours au bout de quelques années, à 30 ans. C'était pas vraiment une ambition professionnelle, j'avais pas un plan de carrière en tête, mais j'avais plutôt envie d'un challenge un peu intellectuel. En fait, j'avais le plaisir, moi finalement les études ça me manquait, et j'avais envie de m'y remettre un petit peu. Donc j'avais de longues heures de RER et j'en ai profité pour bouquiner. Donc finalement, la meilleure manière de passer des concours, c'est de les passer sans pression. J'étais enceinte du SCODAN et je bouquinais dans mon RER, donc je suis allée facilement aux oraux, on va dire, sans me mettre trop de pression. Ça m'a sûrement permis de réussir. Et une fois que j'étais à l'ENA, je me suis vraiment demandé ce que je faisais là. Je ne me trouvais pas forcément à ma place. Alors, je ne voudrais pas avoir une vision caricaturale de dire oui, mais à l'ENA, il n'y a qu'un seul moule. Ce n'est pas vrai du tout. J'ai rencontré plein de gens extraordinaires. Après, moi, je ne me sentais pas forcément dans mon meilleur élément. Je trouve que c'est une chance aussi de se sentir différent, de se sentir dans une situation dans le confort.
de douter beaucoup. Moi, je pense que c'est une qualité professionnelle, c'est souvent une blague, mais moi, je pense que c'est une vraie qualité. Bon, ne le dites pas en entretien de recrutement que vous doutez beaucoup, parce qu'effectivement, ça ne fait pas bon effet, mais ceci dit, moi, j'apprécie les gens qui doutent. Et puis à l'ENA, j'ai fait un stage en préfecture, et là, ça a été une révélation de par la variété des métiers, des personnes, des journées, des personnes qu'on peut rencontrer. Tu commences le matin avec des gendarmes, tu enchaînes sur un point avec des journalistes. Ensuite, tu vas gérer un problème de désert médical. Enfin, c'est extrêmement varié, et j'ai trouvé que c'était absolument passionnant, et je continue à penser que c'est un métier passionnant, et je n'ai jamais regretté malgré le coût en termes de vie personnelle et familiale impactée. Voilà, mais ce métier, il me correspond, mais je ne le connaissais pas, et personne n'aurait pu en parler autour de moi. On m'aurait dit passe le concours pour devenir sous-préfète, j'aurais pensé à 20 ans que c'était un manque d'humilité de le faire. J'en avais une vision caricaturale, un peu tronquée, parce que pour moi, un sous-préfet, c'est un vieux monsieur en uniforme, un peu raide, donc voilà, je trouvais que ça ne me correspondait pas trop. Et finalement, je n'ai jamais regretté mon choix, je suis très heureuse d'être sous-préfète. Merci pour cette belle réponse. Et du coup, vous avez répondu un peu à la question que je voulais poser maintenant. Du coup, pour Chloé et Joël, pourquoi vous avez choisi cette voie-là? Est-ce que c'est totalement par hasard ou ça correspond vraiment à le métier ou la carrière que vous vous étiez un peu imaginé quand vous étiez une jeune lycéenne ou une jeune étudiante qui débutait dans le supérieur? Du coup, en fait, je répondrai en écho avec ce que Perrine vient de dire, c'est-à-dire que pour moi, le chef d'orchestre, c'était aussi un vieux monsieur. Et donc, je ne m'imaginais pas du tout chef d'orchestre. Et en fin de compte, c'est un métier qui s'est imposé à moi. Tout à l'heure, je vous disais que j'ai fait un doctorat. Donc, pendant mon doctorat, je publie, je donne des cours du coup aux étudiants de niveau licence, je participe à des colloques, je me dis, ma vie, ça va être ça, ma vie, ça va être une carrière universitaire, je vais faire de la recherche et de l'enseignement toute ma vie. Et en fin de compte, force est de constater que pendant mon doctorat, je suis pas bien, en fait, il y a quelque chose qui me manque. Et je découvre en fait que les seuls moments où je me sens bien, parce que le doctorat vous happe, c'est-à-dire vous n'avez plus de vie privée. Quand vous partez en vacances, en fait, vous partez avec l'ombre de votre thèse. Quand vous êtes à un repas de Noël, finalement, vous avez l'impression de perdre votre temps parce que la seule chose qui compte, c'est le travail, le travail, le travail. Faire son doctorat, écrire, écrire, écrire. Et je me dis, en fait, quels sont les moments où je suis bien? Et les moments où je suis bien, en fait, c'est ces moments où je suis devant l'orchestre. Donc, à ce moment-là, la direction d'orchestre, c'est une sorte comment dire, de soupape. C'est-à-dire, j'ai encore des activités artistiques parce qu'il faut que je m'échappe de temps en temps de mon travail de recherche. Et finalement, au moment où je vais soutenir ma thèse, donc là, je rends mon manuscrit en octobre 2015, il me semble, et je soutiens en décembre 2015. Et en septembre 2015, je me dis, non, je repars en formation. Alors, imaginez un petit peu autour de moi, ma famille, mes amis. Je veux dire, j'ai 30 ans à ce moment-là. Tout le monde se dit que ça y est, Chloé va sortir de ses études, c'est enfin fini. Et je leur dis, non, en fait, je repars faire autre chose. Et donc, je passe le concours d'entrée à l'École normale de musique de Paris, où je suis reçue. Et là, je repars en formation pour 2 ans. Et en fin de compte, c'était pas embrasser la carrière de chef d'orchestre, faire de la direction d'orchestre, c'était pas un choix. C'est comme si c'était une vocation, quelque chose de très profond en moi. Et je n'avais pas d'autre choix que de me tourner vers ça. Donc, ouais, après, je suis très contente d'avoir ce déroulé de carrière. Et si c'était à refaire, je ferais exactement la même chose. C'est-à-dire que je ne me dirais pas, je ne vais pas au bout de mon doctorat. Parce qu'en plus, sur le doctorat, il y a une question d'accomplir quelque chose. On s'accomplit soi-même, on accomplit un travail intellectuel. Ce que je retrouve, par contre, dans le travail de direction d'orchestre, c'est que tout ce que j'ai appris pendant mon doctorat, tout ce que j'ai appris à faire sur la recherche universitaire, je le retrouve aussi maintenant dans la partie direction d'orchestre. Dans la partie direction d'orchestre, on a la partie recherche, la partie analyse, qui est en fait la partie qui n'est pas immergée de l'iceberg. C'est un travail qui est colossal, ça doit effectivement représenter les 2/3 du travail. Et ensuite, on a le traitement de la matière brute et le contact avec les musiciens et le public, mais sur le dernier tiers finalement de l'iceberg. Donc ça, c'est intéressant. Et puis, je m'aperçois finalement que ces notions de management,
leadership, guider et fédérer un groupe, conceptualiser des projets, entreprendre, construire. Je ne pouvais pas l'avoir dans le cadre d'une recherche universitaire. Donc, je dirais que c'est pour toutes ces facettes, finalement, que je suis où je suis maintenant sur cette facette du métier de chef d'orchestre. En relais, oui. Alors moi, c'était pas un vieux monsieur, c'était plutôt l'époque de Top Gun et de Tom Cruise. C'était plutôt vers la 6e, 5e que je me suis dit que j'aimerais bien faire mon pilote de chasse initialement, mais il se trouve qu'à l'époque, on n'avait pas le droit, les femmes. Donc, en fait, bon, après, en y réfléchissant bien, je pense que pilote de ligne me correspondait mieux parce que j'avais oublié le côté armé du pilote de chasse. Moi, je ne voyais que le pilotage d'un avion, donc voilà, et l'entraînement. Donc, en fait, par contre, mon parcours scolaire a été axé sur le fait de tout mettre en œuvre au niveau scolaire pour faire pilote, en fait. Je n'étais pas spécialement une grande travailleuse, mais je savais que pour y arriver et dans ma famille, c'était par on va dire par les études qu'on y arrive. Donc, l'objectif, c'était clairement l'ENAC et la formation et la prépa. Voilà, donc tout a été mis quand arrivé à mes 18 ans et que je me suis retrouvée en prépa, on a commencé à me dire que en fait le marché était complètement fermé et que l'école allait plus recruter. J'ai commencé à faire, comme nombre de mes collègues, de me dire que j'allais faire ingénieur pour ensuite retourner et faire pilote de ligne. Voilà, donc c'était vraiment une envie de jeune ado, on va dire, avec un père qui travaillait dans l'industrie aéronautique et qui m'a amené pas mal de fois au Bourget. Pas du tout pour m'inciter à faire ça, parce que c'était pas forcément ce dont mes parents rêvaient, on va dire. Ils m'ont longtemps dit qu'ils m'ont laissé faire, m'ont laissé dire et faire parce que ça me faisait travailler. Voilà. Après, ils pensaient pas que ça arriverait au bout, donc et puis bon, finalement après ils en étaient contents, mais voilà. Voilà l'historique du travail. Bonjour, je suis Charlotte. Du coup, merci beaucoup pour vos réponses. Alors moi, j'ai une question pour vous. C'est est-ce que être une femme et venir d'un milieu rural en plus, ou du moins ne pas venir d'une grande agglomération, ça a changé quelque chose dans votre parcours en termes d'avantages, de difficultés, etc. Spontanément, je dirais que c'est la double peine, en fait. Pour le milieu artistique, en tout cas pour travailler dans le milieu artistique, je dirais que tout est très centralisé sur Paris. Malgré tout, hein, on a bien évidemment des maisons d'opéra en région, on a des orchestres nationaux en région, bien évidemment. En tout cas, pour la formation, pour le réseau, pour la cooptation, il faut vraiment être sur Paris. Donc, pendant plusieurs années, pour être très honnête, en fait, moi, j'avais presque honte de dire en fait d'où je venais. Et donc dire que j'étais issue de la Dordogne, qui est un territoire enclavé, on va dire, sur le plan des transports. C'est un territoire rural, plutôt âgé. C'était très, très difficile. Je pense que je le dis maintenant depuis pas si longtemps que ça que je viens. Voilà, je suis née à Périgueux, j'ai grandi dans le Périgord. Mais il y avait cette notion effectivement d'autocensure ou de se dire, les artistes, ils sont à Paris, moi je ne suis pas parisienne, donc est-ce que j'ai le droit ? Cette idée effectivement de se dire, est-ce que j'ai le droit en fait d'avoir une belle carrière moi aussi ? Et puis le fait d'être une femme dans la direction d'orchestre, on n'a pas de modèle pour se projeter. Je partageais les chiffres il y a quelques jours à Amandine en disant qu'il y a une étude qui date de 2016 qui a été faite par la Société des auteurs-compositeurs dramatiques et qui comptabilisait donc qu'il y a 4% de femmes de chefs d'orchestre à la tête de formations professionnelles dans le monde. Et en France, donc, cette même étude a été menée aussi en 2016. On compte donc 21 femmes pour 586 hommes. Donc, alors, en fait, je n'ai pas du tout été paralysée par ces chiffres parce que je ne les connaissais pas.
Et je crois que c'était un avantage finalement de ne pas le savoir. Et c'est vrai que ce serait s'il y avait des conseils à donner aux jeunes femmes, ce serait de leur dire effectivement, ayez conscience de tout ça, mais surtout, vous arrêtez pas à ça. Donc, être une femme et venir de milieu rural, ouais, je crois que c'est une bonne formulation de dire que dans ma tête, mais en fait, juste dans ma tête, hein, parce qu'après, dans le parcours, ça se ressent en tout cas pas trop, mais dans ma tête, pour moi, c'était la double peine. C'est-à-dire, je n'aurais jamais les atouts, je ne pourrais jamais réussir. Je peux enchaîner. Moi, je viens pas vraiment d'un milieu rural, parce que Grenoble n'est pas exactement une zone rurale. J'aurais tendance à dire que c'est le centre du monde, mais les Parisiens ne sont pas d'accord avec moi et ça a été un choc quand je l'ai découvert, j'avoue. Pour moi, le plus difficile, c'était justement de ne pas être parisienne plutôt que d'être une femme. Alors, je reprends un peu, c'est marrant parce que voilà, Chloé vient d'un milieu très différent du mien, professionnellement parlant, et pourtant, je retrouve des choses. Effectivement, il y a une logique de réseau, de code, de choses à comprendre que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre et n'empêche que même si je surjoue mon côté non parisienne, c'est parce que j'ai intégré ces codes, je pense que j'ai réussi ces concours de la fonction publique. Et notamment, alors c'est marrant parce que je pense que venir être non parisienne, ça a été une galère pour passer les concours comme l'ENA parce que tu as un déficit en termes de code, de savoir, etc. Et pourtant, moi, je pense aujourd'hui que c'est une méga force dans l'exercice de mon métier. C'est-à-dire que moi, mon métier, c'est de m'adapter à tout le monde, tout le temps, de parler avec chacun, d'avoir une espèce de sensibilité à l'altérité. Et je trouve qu'avoir évolué dans différents milieux, et ben, finalement, c'est ce qui fait aussi que je suis une meilleure sous-préfète, je n'aurais pas la prétention de dire une bonne sous-préfète, mais en tout cas une meilleure sous-préfète que je n'aurais été si je n'avais jamais bougé de ma vie. Donc, en tout cas, pour moi, il y a un vrai sujet territorial et c'est bien dommage. Et ce qui est bien, c'est que j'ai l'impression que de plus en plus de décideurs ont quand même conscience de ce barrage et qu'il y a des systèmes de recrutement qui ne fonctionnent pas pour certaines personnes. Et donc, il faut changer ces systèmes de recrutement. Et ça, c'est quelque chose que je trouve très positif. Sur le fait d'être une femme, ça dépend. Avantages et inconvénients. Alors, en fait, moi, je pense que l'inconvénient, il est plutôt sur le fait d'être une maman, pour être tout à fait honnête. Avantage, parce que moi, je travaille dans un milieu qui est assez masculin, notamment lorsque j'étais directrice de cabinet du préfet, j'étais sur les sujets de sécurité, notamment sécurité publique, notamment sur la période des attentats et autres, la gestion de crise. Et c'est vrai que c'est des milieux qui sont assez masculins. Mais finalement, on évite à être une femme et un peu plus jeune que tous ces colonels, ces commissaires et autres. Et bien finalement, on évite un certain nombre de petits combats de coq et je trouve que ça donne un positionnement différent. Donc, parfois, effectivement, on est la petite madame, mais il y a plein de fois où c'est aussi un avantage et on sait en tirer parti. Donc voilà, finalement, comme tout, je ne sais pas moi, être blond, être grand, être petit, c'est parfois un avantage, c'est parfois un inconvénient, on fait avec. Par contre, professionnellement, il y a quand même deux choses qui moi, m'énervent souvent. Alors déjà, ce sujet, je disais la petite maman, mais parce que souvent, à partir du moment où vous indiquez que vous avez des enfants, eh bien voilà, dès que vous allez avoir une demande en termes de congé, droit à congé, eh bien vous allez forcément être celle qui réclame parce que c'est la petite maman. Et en fait, vos collègues masculins, même s'ils sont des grands papas, eh bien, on leur reprochera jamais ça. Au contraire, ce sera formidable qu'ils s'en préoccupent. Donc il y a un vrai sujet sur dépasser ce cran. Alors je me dis que c'est quand même mieux qu'il y a 20 ans parce que je pense que les sous-préfètes il y a 20 ans, elles n'avaient même pas le choix. Elles renonçaient à cette maternité. Donc voilà, moi je me dis que je suis la génération d'après, je suis encore ri pour ce côté-là, mais vous êtes les suivantes et je pense que j'ai bon espoir qu'on arrive à tout concilier. Il y a une autre chose, moi, que j'ai trouvé très pénible et je suis très vigilante à ça, c'est que je n'ai pas l'impression d'avoir une ambition débordante, mais j'ai souvent l'impression aussi qu'on va se jouer de ça. Et je pense que ça, il y a le côté à la fois venir d'un milieu relativement modeste, en tout cas classique, et puis être une femme. J'en pense notamment à chaque fois que, et je vous le dis vraiment, à chaque fois qu'on vous proposera un poste qui est un petit peu en dessous de celui que vous vouliez. Moi, je compte maintenant de nombreuses fois où un homme est venu m'expliquer
ce poste, il fallait que je le prenne en mettant en avant un peu mon humilité puis mon sens du sacrifice. J'ai fait le choix du service public et finalement, on vous mettra bien la pression en vous reprochant un peu votre ingratitude ou votre ambition débordante si vous refusez un poste alors que ces personnes qui vous les proposent, elles-mêmes les refuseraient. Et en fait, le seul intérêt qu'elles ont à vous proposer ce poste, c'est de booster leur propre carrière. Et ça, moi, je me dis, méfiez-vous parce que voilà, le petit jeune qui vient du Sud ou la petite jeune qui vient du Sud et qui est toute gentille, eh bien, on va essayer de lui refiler ce que les grands de ce monde n'accepteraient pas. Et donc, soyez vigilants là-dessus. Moi, c'est ce côté-là qui me met une petite réserve sur le fait d'être une femme dans mon milieu professionnel et qui me bloque un peu. Je suis assez vigilante là-dessus. Et ça m'est arrivé de refuser une fois un poste qui, je crois, à titre privé, m'aurait plu. Mais je me suis dit que c'était pas rendre service aux suivantes que de l'accepter, ce poste-là. Voilà. Je prends le relais. Je n'ai pas forcément les mêmes problématiques, j'ai l'impression, moi, dans mon travail. Pour revenir sur le fait de venir d'un territoire ou d'une petite ville de province, je dirais, moi, la seule chose, mais c'était il y a 20 ans et bien un peu plus d'ailleurs, c'est qu'on n'avait pas accès à toutes les informations qu'on a maintenant par Internet, en fait. Et moi, je pense que j'aurais pas eu vraiment cette envie-là. Je pense que le métier n'aurait pas été dans les propositions que j'aurais pu avoir. Enfin, il fallait vraiment venir chercher par soi-même les informations. Le panel n'était pas aussi complet que maintenant. Alors maintenant, je pense qu'avec Internet, si on a une idée, on va tout de suite fouiller. On a accès à beaucoup plus de choses. Et je le vois bien parce que j'ai pas mal de collègues qui, finalement, avaient quand même des gens dans ce milieu-là. Alors, pas tous, hein, bien sûr, mais qui avaient quand même pour connaître le parcours. Je me dis avec du recul que si je n'avais pas réussi par les études, j'aurais sans doute arrêté alors qu'il y avait quand même d'autres voies éventuelles. Enfin voilà, peut-être parce que j'ai pas assez cherché de mon côté. Mais j'avais cette impression-là que ceux qui ont passé le concours avec moi étaient vachement plus au courant, ceux qui venaient de régions parisiennes, on va dire. Mais je suis pas sûre que ce soit encore le cas maintenant. Après, le côté homme-femme, comment vous dire, moi, je suis dans un métier où en fait la carrière est assez tracée. On n'a pas besoin de jouer des coudes pour avoir des promotions. Tout est fait à l'ancienneté. Alors après, on a des formations qui doivent être validantes, mais on rentre, on a vraiment, suivant l'ancienneté qu'on a, on peut postuler à certaines choses, qu'on soit un homme, une femme. Quand on est enceinte, on garde notre numéro d'entrée, notre ancienneté se poursuit, on reprend notre poste comme on l'avait quitté. Enfin, pour le coup, être navigant à Air France, je ne vous cache pas que pour la parité, enfin, homme-femme, on gagne la même chose, on a envie la même chose, vraiment. Après, c'est plus au niveau vie, dans le métier. On est 7-8% de pilotes femmes et ça augmente tous les ans la proportion. Comment dire, moi j'ai été élevée comme un garçon, donc j'ai longtemps complètement ignoré le fait que j'étais une fille, donc ce qui m'a permis de ne pas me poser de questions non plus, hein. C'est-à-dire que moi faire pilote, j'avais pas l'impression, je voyais que ça éveillait éventuellement une curiosité, mais je ne me posais pas la question. Soit j'y arrivais, j'en avais les capacités, soit j'y arrivais pas, mais ça n'avait rien à voir avec le fait que je sois une femme. Je l'ai vu plus tard, là, je le ressens bien plus maintenant en étant passée commandant de bord, où je suis plus en rôle de manager que technicien. Parce que le fait les avions maintenant ils sont assistés. Si les femmes pouvaient pas les piloter parce que c'était trop lourd. Maintenant c'est juste de l'assistance électronique, donc il y a aucun souci. Mais par contre, il reste un truc quand on passe maintenant en manager où il y a cette espèce de milieu masculin qui remet en cause. Enfin, comment dire,
qui est dans un management vachement, j'entends des combats de coq, où il faut montrer un petit peu, faut jouer un peu des épaules et être un peu. Et moi, c'est pas du tout mon état d'esprit en fait. Et plus je suis passée manager, et plus je me dis qu'en fait toutes les valeurs féminines, toutes qui sont d'ailleurs beaucoup plus mises en avant ces derniers temps, et je pense que c'est une bonne chose parce que ça permet en fait un management différent. Et je trouve qu'avec d'ailleurs les jeunes copilotes que j'ai, hommes, ça passe beaucoup mieux parce qu'on sent vraiment qu'on est dans une dynamique différente de génération où ces valeurs sont vraiment prônées et mises en avant. Donc, c'est plus là-dessus par rapport à mes collègues. Moi, j'ai mis mon temps pour être légitime, pour me sentir bien. Mais maintenant que j'y suis, j'ai vraiment cette idée que le management, il y a un vrai management avec des valeurs dites féminines. Mais je pense que toute la société est en train d'évoluer à utiliser ces valeurs féminines et que les hommes en sont adhèrent complètement, enfin, pas tous, mais beaucoup de jeunes hommes adhèrent. Et je pense qu'on va vers quelque chose de différent, en fait. Voilà. Merci beaucoup pour vos réponses. La prochaine question est un peu personnelle, donc sentez-vous libre de répondre seulement si vous vous sentez à l'aise, mais c'est à propos de la maternité. Si vous avez des enfants, est-ce que vous vous êtes déjà posé des questions par rapport à votre carrière? Donc, Perrine et Joël ont déjà évoqué des éléments à ce propos, mais est-ce que vous avez envie de rajouter des choses sur ce sujet? Est-ce que vous l'avez pris en compte dans l'équation, entre guillemets, même avant d'avoir des enfants? Alors moi non, il y a deux choses. Premièrement, chacun fait le choix qu'il veut. Bon, moi, avoir des enfants, c'est mon équilibre personnel, ma vie de famille. Donc, de toute façon, c'est pas quelque chose que j'ai réfléchi plus qu'autre chose. Sur la vie familiale, alors moi j'ai un métier qui est très prenant, hein, vraiment, et qui me rappelle quand je suis en poste en territorial, y compris nuit, week-end, et voilà, ça m'est déjà arrivé de faire un mois et demi de salle de crise sans sortir de ma salle, donc ça peut être dur. C'est encore plus dur, je pense, pour mon conjoint, mais ce qui m'oblige à organiser ma vie et à gérer. Alors, quand on parle d'équilibre, vie familiale, vie professionnelle, moi, souvent, j'aime bien dire qu'il faut arrêter de parler d'équilibre parce que c'est forcément culpabilisant et non, il y a un trop-plein, et vous n'arriverez pas à gérer le trop-plein. Donc, en fait, ce qui est important, ce n'est pas de parvenir à l'équilibre, c'est de parvenir à gérer votre déséquilibre. Et si vous êtes bien avec ça, c'est formidable, mais ne cherchez pas à atteindre cet équilibre. Vous ne pouvez pas avoir des journées de 60 heures, donc ça, c'est mort. Voilà, moi, après, j'ai deux petits garçons qui ont 7 et bientôt 10 ans. Ils le vivent très bien. Alors après, on en reparlera quand ils seront ados, hein. Je ne m'engage pas sur la suite. Mais pour l'instant, moi, je suis plutôt contente. Il se trouve que leur papa est plus disponible, donc voilà, on s'arrange entre nous. Ils sont plutôt fiers d'avoir une maman qui travaille beaucoup et qui fait un métier qui est assez concret pour eux. Ils ont un regard qui est très équilibré sur le rôle de la femme. Moi, j'ai deux petits garçons et je suis assez fière parce que je me dis que ça fera des chouettes hommes plus tard. Donc, je suis assez fière déjà par avance des hommes qu'ils deviendront. Je ne les mets pas sur le marché, hein, mais je l'annonce. Ils voient aussi à quel point j'ai le sens du travail et je pense qu'ils le récupèrent aussi. Et puis une attention aux autres. Et puis, je raconte beaucoup ce qui se passe à mon travail. Donc, je pense que c'est des choses qui leur apportent beaucoup de choses. Ils voient aussi parfois mes énervements entre la parole gouvernementale que je dois porter, ce que je ressens au plus profond de moi sur certains cas particuliers. Et ils apprennent le sens du discernement, de la nuance aussi, que je trouve utile. Et après, effectivement, je suis moins présente que d'autres mamans, mais quand je suis présente, je suis à 3000%. Alors moi, ça m'arrive, il y a des semaines où je n'ai pas vu mes enfants de la semaine, mais le samedi soir, mon conjoint il me dit tiens, c'est vraiment, prends les enfants, moi j'en peux plus. Et moi, j'en ai jamais marre, j'en ai jamais ras-le-bol. Je suis toujours très contente et du coup, eux, ils ont quand même toujours quelqu'un. Donc voilà, moi, mon sujet et mon message, c'est apprenez à vivre avec ce déséquilibre et si vous arrivez à peu près bien le vivre autour de vous, les gens seront aussi heureux. Alors, j'y vais alors. Alors moi, quand j'ai commencé le boulot, ma mère m'a dit mais tu pourras pas avoir de vie de famille.
Alors, c'est terminé, hein, les périodes où on partait 15 jours, faire toute l'Amérique du Sud. En fait, maintenant, on part entre 3 et 5, 6 jours, mais en moyenne 4 jours, on va dire. Moi, j'aurais un conseil, juste, c'est de se poser réellement la question, en fait, de quelle maternité, enfin, vraiment de se dire, est-ce que j'assume derrière, est-ce que parce que les gens vont pas forcément adhérer, et juste se dire, voilà, moi, je fais ce choix-là, d'avoir un enfant et de travailler et de continuer à travailler. Euh, et de faire pas non plus le choix de la maternité à moitié, c'est-à-dire que je m'explique. Moi, je pense que j'ai un peu fait les deux en même. Enfin, voilà, je me suis dit, je l'ai placé dans ma carrière. Bon, alors, ce qui est bien, c'est que ça marche pas comme on veut. Donc, en fait, comme autour de moi, tout le monde faisait des enfants seulement au bout d'1 ou 2 ans après l'arrêt de la pilule. Bon, moi, c'était au bout de 3 mois. Donc, mon plan était complètement pas valable. Et le deuxième, en fait, j'ai pas réussi à le faire. Et je me dis, voilà, c'est juste cette idée-là de, au moment de la priorité, de se dire, bon, ben, là, maintenant, alors moi, je peux, hein, parce que, comme je disais tout à l'heure, à Air France, quand on s'arrête, on reprend la place qu'on avait. Donc, c'est loin d'être le cas dans beaucoup de métiers. Voilà, c'est peut-être de se demander les priorités. Moi, dans mon cas, pouvaient changer le long de ma carrière, en fait. Et ensuite, moi, je l'ai assumé, ça ne me dérangeait pas de partir parce que j'ai entendu mon fils, son père faisait le même métier que moi, dire que le pauvre chéri, il n'avait pas ses parents le soir pour lui faire un bisou, mais euh, sur le, sur le mois, en fait, oui, on n'était pas là tous les soirs, mais il était 3 jours par mois avec quelqu'un d'autre qu'un de nous deux. Donc, quelque part, et c'était des journées complètes. Donc, il y a un moment où, voilà, c'est pas la vie de tout le monde, c'est la vie un peu, mais et il nous le reproche pas puisqu'il veut faire, a priori, encore pour l'instant, ce métier. Mais, donc, c'est qu'on n'a pas il n'avait pas totalement trouvé ça difficile. Enfin, rien. Et ce que je veux dire, c'est par contre, en se posant la question de ne pas occulter, enfin, je ne sais pas comment le dire, de bien vraiment conscientiser en fait, parce que c'est important en fait. On peut se laisser happer par la carrière et regretter éventuellement après. Enfin, moi, je suis comme Perrine, ça fait partie de mon équilibre et, et j'ai découvert beaucoup de choses en étant maman en fait. J'adore mon métier. Mais quand j'ai été maman, je me suis dit que j'allais prendre un peu de temps alterné. Alors pour moi, c'était les gens qui n'aimaient pas travailler, qui faisaient du temps alterné. Voilà. Enfin, ça donne d'autres priorités. Et je pense que c'est vraiment une réflexion qu'on doit se faire. Et une dernière chose, bien choisir le papa, bon, même si je suis divorcée depuis, mais bien choisir un papa qui est capable de prendre le relais en fait. Parce qu'il y a pas mal d'absences quand même. Et le papa est important pour l'équilibre. Voilà. C'est vrai que si je peux me permettre du coup de dire quelques mots sur le sujet. Donc moi, je n'ai pas d'enfant, hein, et je suis très sensible du coup à ce que vous avez dit toutes les deux, Perrine et Joël, parce qu'en fait, j'en suis un peu là de ma réflexion, c'est-à-dire comment ça va se passer de mon côté. Et effectivement, dans le milieu artistique, on n'a pas ces carrières tracées dont Joël faisait mention. C'est-à-dire que quand on est à la tête d'un orchestre, on est mandaté pour 3 ans ou 6 ans et on va d'orchestre en orchestre. On n'a pas une carrière qui est tracée. Pendant 3 ans, on peut avoir fait un excellent job et pas retrouver d'orchestre à la suite. C'est-à-dire que toute ma vie, je vais devoir passer des concours, passer des auditions, faire valoir en fait mon travail. Et donc là-dedans, où est-ce qu'on case un enfant? C'est-à-dire que je n'ai pas la réponse, mais je suis très contente du coup d'avoir entendu vos témoignages parce que donc là, actuellement, j'ai 35 ans. On sait que sur le plan de la carrière, mes 5 années qui arrivent là vont être vraiment déterminantes. Est-ce que je pourrais me retrouver un jour à la tête d'un orchestre national? Est-ce que finalement, je pourrais avoir un poste plutôt à l'étranger? Enfin, il y a plein de questions qui se posent. C'est des choses que je ne pourrais pas faire en étant enceinte, très clairement. C'est des choses que il faudra que, si je souhaite avoir un enfant, j'imagine pas l'avoir en tout cas sur les 5 ans qui arrivent. Ce sera une grossesse tardive pour moi.
parce que le métier ne permet pas ça. Mais je suppose que si vous aviez le témoignage d'une ballerine, d'une danseuse professionnelle aussi de haut niveau, elle vous confierait la même chose, c'est-à-dire que de par l'aspect physique, de par le déroulé de carrière, ce serait peu compatible en fait avec le fait d'accueillir un enfant dans sa vie sur la période de la trentaine. Et effectivement, dans mes amis qui ont ces déroulés de carrière, mais que ce soit aussi dans le milieu des acteurs ou dans le milieu des chanteurs et chanteuses, la plupart d'entre eux, là, j'ai envie de dire la plupart d'entre nous, on fait souvent des enfants autour de la quarantaine. Pour ces raisons-là, parce qu'on n'a justement pas un déroulé de carrière qui permet de se dire, qui permet d'avoir une sécurité en tout cas, ou d'avoir une sorte de rail dans lequel on se moule. Et on sait effectivement qu'il y a des choses qui sont importantes. Sur les compétitions internationales, nous avons des limites d'âge. On sait que le fait de pouvoir le fait de pouvoir jouer une finale, de diriger un orchestre de très haut niveau sur une compétition internationale en finale, on va pouvoir être repéré. Des choses peuvent basculer en fait sur une compétition, un concert, un manager ou un administrateur d'orchestre qui va venir vous voir. Et de fait, si vous êtes enceinte, vous ne pouvez pas diriger d'orchestre. Donc, de fait, on se ferme aussi des portes. Donc, voilà, moi, j'en suis un peu là de ma réflexion et je suis très contente du coup d'avoir entendu les témoignages de Joël et Perrine qui remet un petit peu d'étoiles et qui voit ça de façon très positive. Merci. Si je peux me permettre d'ajouter encore quelque chose, je pense que c'est vraiment le combat des plus jeunes, des étudiants qui nous écoutent et qui a mené aussi bien pour les femmes que pour les hommes. C'est l'idée de cette carrière qui n'est pas une espèce de lente montée pendant 40 ans et même plus. Et de pouvoir se dire, il y a des stop and go et moi j'ai envie de faire autre chose, j'ai envie de mettre pédale douce et je ne veux pas que ça me pénalise. C'est un vrai sujet pour les femmes, mais c'est un sujet aussi pour les hommes qui aspirent aussi à avoir ces temps de respiration et à plus profiter de certains moments qu'on ne revivra pas. Donc voilà, nous, on n'a pas réussi. En tout cas, moi, je continue le combat, mais je reste quand même un peu dubitative sur ma capacité à réussir. Donc voilà, je compte sur vous. Merci pour vos réponses. Oui, puis de toute façon, l'accueil d'un enfant, c'est tout autant le travail de la maman que du papa. Donc vous avez raison, ça se construit à deux. Et c'est intéressant aussi ce que vous dites dans vos réponses sur la nouvelle génération. C'est ce que nous aussi, on essaye d'impulser là. Donc c'est vrai que c'est intéressant et on espère qu'il y aura de moins en moins d'inégalités comme ça par la suite en fonction de la profession. Juste, est-ce que vous auriez rapidement un conseil à donner à une jeune fille une jeune lycéenne aujourd'hui qui voudrait se lancer dans la même voie que vous, qui pourrait avoir des a priori, des stéréotypes sur la voie dans laquelle vous êtes et vous auriez envie de lui dire fonce, quel est le conseil que vous lui donneriez? Alors, je commence. Moi, j'aurais tendance à quelque chose de très simple, de multiplier les rencontres et les opportunités pour pouvoir se projeter, en fait. Quand je disais que pour moi, un sous-préfet, c'était un vieux monsieur dans mon esprit, du coup, je ne me projetais pas. Et je trouve que c'est important de rencontrer des personnes dans lesquelles on peut se dire « Ah bah oui, mais moi ça me parle et je peux être cette personne dans 20 ans. » Donc, essayer de multiplier ces rencontres, dépasser aussi un petit peu les cases dans lesquelles on veut vous mettre, mais là, moi, je sais que vous y arrivez parce que voilà, vous êtes bien meilleur là-dessus que nous il y a quelques années. Moi, j'aime bien dire que je suis devenue le sous-préfet que ma grand-mère voulait que j'épouse, en fait, et j'aime bien cette expression-là, même si je préfère dire la sous-préfète, mais voilà, clairement, un peu changer les codes. Et dernier petit truc, là, c'est vraiment le côté très, très féminin, mais se méfier des modèles. Il y a plein d'endroits où on va vous dire, mais si, on encourage les femmes, tenez, par exemple, elles, et on peut être sûr que vous allez assister à 5-8 mars pendant 5 ans et on va voir les mêmes personnes toujours. C'est toujours le modèle de la personne féminine qui a tout réussi. Alors, méfiez-vous de ces modèles-là parce que voilà, toujours, et ne devenez surtout pas ce modèle-là parce que vous ne rendez pas service aux autres. Donc, voilà, soyez forte, mais pensez aux autres. Moi, que dire? Fonce, vas-y. C'est un beau métier, c'est un beau bureau. Par contre, moi, j'ai découvert, parce que j'avais personne qui était navigante dans ma famille et aux alentours, c'est quand même une vie particulière. Donc, effectivement, se renseigner
auprès de personnes, parce que maintenant c'est beaucoup plus, à mon avis, facile d'aller trouver. Voilà, on a plus d'informations, parce que c'est une vie particulière. Bon, elle est géniale pour ceux qui l'aiment et pesante pour ceux qui vont pas aimer, plus que le fait d'être le côté technique en fait. Mais et puis pour une femme, il y a plus. Je pense qu'on a dépassé ça pour ce métier-là. Alors, on a des collègues qui préfèrent voler entre mecs ou avec, mais il n'y a pas au niveau recrutement, il n'y a pas au niveau ce qu'on peut ressentir au quotidien. Franchement, les pionnières ont bien fait la trace et maintenant on est bien dans la trace. C'est plus un avantage. Enfin, c'est presque, on est arrivé à un stade où on arrive enfin à critiquer quand une femme fait quelque chose de pas bien, donc et sans être taxée de misogyne. Donc on est arrivé à un équilibre où on arrive à discuter les uns les autres de cette problématique, même si elle reste. Mais il y a vraiment quelque chose qui a été. Enfin, moi, je le subis pas en tout cas. Voilà, c'est plus interne. Et c'est plus quelque chose que je dois travailler moi en développement personnel ou quelque chose comme ça. Et c'est plus des choses ancrées. Et c'est plus là-dessus que j'aimerais appuyer. Enfin, moi, c'est pour la nouvelle génération d'essayer de trouver la force en soi, en fait. Voilà, vraiment. Et se connaître bien soi pour pouvoir être bien en relation avec les autres. Voilà. De mon côté, ce que je conseillerais, c'est de ne pas céder à la petite voix intérieure qui va peut-être vous dire parce que tu viens d'un territoire rural, parce que tu es loin des grands centres urbains, surtout tu n'as pas le niveau. Faux. S'il y a une autre petite voix qui dit je suis une femme, on ne me laissera jamais accéder à un tel niveau de responsabilité. Faux. Souvent, en fait, dans le milieu artistique, il y a cette sorte d'image préconçue qui suppose que parce qu'on est sur le podium et parce qu'on a la baguette, tout ça, ça va être associé à une notion de pouvoir. Et que le pouvoir, traditionnellement, on va associer ça à la notion d'autorité, et l'autorité, c'est forcément masculin. Faux, 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 faux. Et tout à l'heure, ce qui a été évoqué justement en termes de management, de leadership justement chez les femmes, tout ça, ça se développe actuellement, on le vit. Donc, on voit des transformations de techniques de management où il y a l'empathie, l'écoute, le sens du travail collaboratif. Vraiment, on a nos places justement en tant que femmes pour accéder à des grands niveaux de responsabilité. Donc, surtout, ne pas céder aux petites voix intérieures qui auraient envie en fait de plomber la confiance qu'on pourrait avoir en nous. Et puis, autre chose, on le développe maintenant dans le milieu, on va dire, féminin de la direction d'orchestre, c'est faire le choix de la sororité plutôt que de la mise en compétition. Quand on a une femme qui accède justement à des fonctions de directrice artistique dans un orchestre, en fait, c'est comme si nous toutes, on avait gagné. On sait que ce sera notre tour, d'autant plus comme je vous disais tout à l'heure, on procède par mandat de 3 ans ou 6 ans, donc ça va forcément tourner. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand une femme accède à ce niveau de responsabilité, en fait, c'est une victoire pour nous toutes. Ça veut dire que du coup, on continue à creuser un sillon, on continue à travailler une voie commune, et donc, on peut se projeter, se dire, si ça lui arrive à elle, peut-être que ça pourra nous arriver, peut-être que ça pourra arriver à une collègue. Donc voilà, faire le choix de la sororité plutôt que de la mise en compétition, parce que je pense que c'est pas justement en mettant les gens en compétition qu'on pourra continuer à faire avancer ce sujet-là. Merci à toutes les trois pour votre réponse. Et une dernière question, un peu en forme de conclusion. Là, c'est plus pour revenir sur un peu la proportion des femmes dans les milieux dans lesquels vous exercez. Chloé, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est 4% de chefs d'orchestre au niveau mondial. Pour les pilotes de ligne, dans les dernières statistiques qu'on a trouvées, c'est aux alentours de 10%, même si je sais que c'est un peu... C'est en croissance ces dernières années avec des compagnies qui insistent vraiment sur des programmes pour féminiser leurs équipages. Et il y a on a trouvé 11% de sous-préfètes en France en 2015, donc c'est vraiment peu. Vous, déjà pour vous, quelles sont les causes de ce phénomène et pourquoi dans une société où on a l'impression qu'il y a de plus en plus de programmes qui sont mis en œuvre et une discussion vraiment ouverte sur ces inégalités-là, pourquoi aujourd'hui ces métiers ne sont pas encore à un taux d'égalité plus proche de 50% et qu'est-ce qu'il
faudrait faire pour y remédier selon vous? Je peux peut-être commencer du coup. Je pense que vos chiffres, ils sont un petit peu datés. Oui, ils datent de 2015. Politique pour, ouais, vous l'avez dit, il y a une grosse politique pour essayer d'avoir un effet de rattrapage sur ce monde-là. Bon, le corps préfectoral, déjà, est composé en partie de préfets. Et les préfets, c'est des personnes expérimentées. Donc, je ne veux pas être désagréable, mais elles ne sont pas toutes jeunes. Et je pense qu'il y a quand même un effet de génération. Et je pense que de mon âge, on est quand même beaucoup plus proche de la parité. On n'y est pas encore, hein, mais on est plus proche. Donc, moi, je crois quand même qu'il y a un effet générationnel et heureusement. Ensuite, moi, j'ai un métier qui est quand même fait de beaucoup de contraintes et donc, c'est forcément un choix que l'on fait à deux. C'est-à-dire que il faut que moi, je dépasse un petit peu peut-être cette inhibition qu'on peut avoir en disant non mais je suis une fille, je suis pas parisienne, j'y arriverai pas, mais il faut aussi avoir le conjoint, ce qu'on disait tout à l'heure, qui dit mais attends, mais ce boulot il est fait pour toi, vas-y, moi je suis à 300% derrière et donc voilà, pour une bonne combinaison et je pense que c'est pas simple d'avoir des personnes qui sont qui peuvent combiner les deux. Après moi j'ai un métier où on change d'endroit tous les 2 ans hein, aussi, donc ça veut dire qu'il faut que le numéro 2 puisse suivre aussi ou s'adapter et donc ça limite forcément les choix. Donc c'est vrai que je suis dans un milieu professionnel où le modèle familial est encore très très classique et d'ailleurs il y a beaucoup de monsieur avec des dames qui ne travaillent pas et c'est pas forcément très représentatif de la société actuelle. Pour ma part, je pense que le problème est plus dans l'idée de faire ce métier-là, en fait. Alors, c'est en train de changer, hein, parce qu'on parle de 10%, mais moi, quand je suis rentrée, ça devait être 5-6. Et en fait, là, dans les nouvelles promos, à chaque fois, c'est toujours plus de 10. Donc, après, je pense que dans les concours sur les gens qui se présentent, c'est à peu près la proportion qu'il y a de femmes qui présentent le concours, en fait. Donc, c'est plus en amont qu'il faudrait donner l'idée, parce que pour le coup, la vie d'une hôtesse de l'air et la vie d'un pilote de ligne, c'est la même chose. Pourtant, on a beaucoup d'hôtesses, on n'a pas beaucoup de femmes pilotes. Donc, c'est pas spécialement sur la vie, c'est pas bon. Pas de si longtemps que quand les enfants rentraient dans un avion à Air France, on donnait une casquette de futur pilote à un petit garçon et on donnait une poupée Barbie d'hôtesse de l'air à une petite fille. Et je dis ça il y a, je pense, 5, 6, entre 5 et 10 ans. Donc, faut attendre un petit peu. Maintenant, on a arrêté de donner ce genre de choses. Et je pense que c'est plus dans les mentalités. Après, ça reste un métier technique, donc c'est peut-être pas non plus forcément. Moi, j'aime conduire des voitures, j'aime conduire des avions. C'est peut-être pas, voilà. Je pense pas qu'on mette un frein. Je pense que doucement, plus de femmes vont penser le faire, mais est-ce qu'on aura la parité? J'en suis pas sûre, mais plus par attrait que par manque de possibilités. Voilà. Avant de répondre à la question de pourquoi, justement en préparant un petit peu notre rendez-vous, je suis retombée en fait sur 3 réflexions sexistes qui ont été dites en fait par des très grands chefs d'orchestre ou des personnalités en tout cas reconnues. Je vous les partage. Donc la première, 2013, c'est un chef d'orchestre russe qui déclarait que l'orchestre réagissait mieux quand il a en face de lui un homme et qu'une jolie fille sur le podium déconcentrerait les musiciens. En 2014, donc sur une télévision finlandaise, le chef Jorma Panula, que j'ai rencontré et avec qui j'ai travaillé, affirmait donc que ce n'était pas une bonne chose que les femmes entrent dans cette profession, avant d'y ajouter donc de façon très condescendante: elles peuvent venir à mes masterclass et essayer, ce n'est pas un problème si elles choisissent les bonnes œuvres, si elles choisissent la musique féminine. Bruckner ou Stravinsky, ça ne va pas le faire, mais Debussy, pourquoi pas? C'est une question purement biologique. C'était en 2014. Hein. Et enfin 2013, donc c'est des propos qui ont été prononcés par l'ancien directeur du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris. Il estimait qu'il existe un frein psychologique. Et avant de continuer, de dire donc le métier de chef est parfois très éprouvant. Certaines fois, les femmes sont découragées par l'aspect très physique.
mon œil. Et de noter aussi le problème de la maternité. Une femme qui va avoir des enfants va avoir du mal à avoir une carrière de chef d'orchestre qui va s'interrompre du jour au lendemain pendant quelques mois. Et puis après, j'allais dire vulgairement, je cite toujours, hein, assurer le service après-vente de la maternité, élever un enfant à distance, ce n'est pas simple. Et donc, il y a effectivement l'idée de faire ce métier, hein, parce que je veux dire, quand on a des personnes de cette envergure-là qui continuent du coup à proférer ce genre d'idées qui n'en sont pas en fait. Ça n'aide pas du coup à se projeter dans ce genre de carrière. Moi, je le vois encore justement sur les compétitions, les auditions ou les concours, c'est-à-dire que jamais une seule fois on a atteint la parité. En revanche, sur la génération qui a 10-15 ans de moins que moi, dont la parité n'est toujours pas atteinte, mais on voit de plus en plus de jeunes femmes, en tout cas, se présenter. Donc ça, c'est une très bonne chose. Il y a l'idée aussi dont je vous parlais, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on associe en fait au podium à la personne qui tient la baguette devant l'orchestre. Les gens, au lieu d'imaginer effectivement la notion de fédérer, de guider, d'encourager, vont imaginer en fait une notion de pouvoir et d'autorité qu'on attribue donc dans l'imaginaire collectif aux hommes. Donc ça aide pas justement à se projeter sur ce métier-là. Et puis enfin, il y a aussi une autre chose qui est vraiment très factuelle, c'est-à-dire qui dirige, qui sont en fait les personnes qui managent les orchestres, qui sont les administrateurs. Et là, je ne parle pas de directeur artistique, mais qui est aux manettes en fait pour embaucher les gens. Dans la plupart des théâtres, dans la plupart des orchestres, c'est bien souvent des hommes qui, du coup, font appel à leur cercle de copains ou leur cercle. Justement, je parlais tout à l'heure de cooptation, donc leur réseau très masculin, et de fait, il y a très peu de femmes. Donc, on se retrouve en fait sur un cercle qui n'est pas du tout vertueux, ou en tout cas, il faut pouvoir y faire glisser des femmes. Moi, j'espère, il y a des compétitions, il y a des tremplins maintenant pour les jeunes femmes chefs d'orchestre et pour les femmes chefs d'orchestre. Et j'espère justement que la visibilité qu'ont ces compétitions et ces concours, ces tremplins, va pouvoir permettre justement de faire connaître à ces managers, à ces administrateurs d'orchestre, certaines femmes, et de pouvoir les faire venir non pas parce qu'elles sont des femmes, mais aussi parce qu'elles ont les mêmes qualités que n'importe quel directeur d'orchestre. Mais là, il y a encore un très, 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 très long chemin. Pendant 20 ans à peu près, le milieu de la direction d'orchestre n'a pas évolué, en tout cas sur le plan de la féminisation. C'est vraiment très récent, je dirais ces 4 dernières années. Donc, il y a un très grand travail encore à mener. D'accord, merci beaucoup à toutes les trois pour vos réponses très éclairantes. Alors, on va peut-être pouvoir passer aux questions des autres participants et participantes, s'il y en a. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas soit à les poser dans le chat, soit à allumer vos micros et vos caméras. Si personne n'a de questions, je vais poser une question personnelle. Du coup, je suis en train de faire un projet de recherche sur l'évocation des inégalités de genre auprès des jeunes enfants. Et du coup, je voulais savoir avec vous, est-ce que on vous a déjà parlé au collège ou au lycée des inégalités de genre ou des potentielles difficultés que vous pourriez rencontrer en tant que femme, ou pas du tout? Alors, je répondrai un petit peu comme l'a fait tout à l'heure Joël. Moi, pendant très longtemps, je n'ai pas eu de conscience d'être une fille. Enfin, je veux dire, j'avais un papa entrepreneur, une famille qui est dans le BTP. Moi, je veux dire, jouer à la poupée, ce n'était pas pour moi. Donc, j'ai pas été élevée comme un garçon, mais en tout cas, j'ai pas eu une éducation genrée. Donc, là-dessus, je ne pourrais pas répondre spécifiquement, justement parce que j'ai envie de dire, la chance de pouvoir avoir une éducation non genrée. Ma chambre n'était pas rose, je ne jouais pas aux Barbie ni aux poupées. Et puis j'aimais bien commander aussi. Donc, Et donc vous pensez par exemple, vous préférez, vous êtes contente qu'on ne vous en ait pas parlé quand vous étiez jeune, ou est-ce que ça vous aurait aidé à préparer certaines difficultés, vous pensez? Je suis assez partagée là-dessus. En fait, les difficultés, je les ai eues vraiment très tardivement. Je prends l'exemple 2016, je suis en phase finale pour le poste de chef d'orchestre de la police nationale.
Et donc, je me retrouve pour cette phase finale. Il y a une audition, un concours du coup musical avec l'orchestre. Ensuite, il y a un entretien avec les représentants du ministère de l'Intérieur, justement. Et à cet entretien, c'est la première. Donc ça date de 2016. C'était il y a 4 ans. Donc, j'avais 30 ans. Une dame du coup du jury me pose la question, effectivement, alors vous allez être une femme, si on vous choisit vous, comment vous vous projetez sur le poste? Mais j'étais à des années-lumière de me poser cette question-là. Pour moi, j'arrive en finale. Je veux dire, il y avait une quarantaine de participants justement au premier tour. Au deuxième tour, visiblement, je fais mes preuves. Donc, j'arrive en finale. Je ne m'attends pas du tout à ce genre de questions. Donc, je ne sais pas en fait si ça m'aurait aidé à être prête en amont, puisque ces questions, je les ai vraiment eues tardivement. Je ne sais pas. Je ne sais pas si Perrine ou Joël, vous avez peut-être un point de vue sur la question. Oui, alors moi, c'est des questions que je me pose actuellement, en fait. C'est assez étonnant parce que, en fait, alors, mon père a eu deux filles qu'il a élevées, on va dire, comme des garçons. On regardait le rugby, on regardait le foot. Après, j'avais totalement conscience d'être une femme dans un métier d'homme, voilà, c'était pas. Mais j'avais pas du tout conscience de la différence culturelle qui reste. Enfin, comment dire? J'avais décidé de l'ignorer, je pense, en fait. J'avais décidé, moi, dans un poste de pilotage, j'avais enlevé tout côté séduction, tout, parce qu'il fallait que c'était pas le lieu, donc c'était complètement asexué, en fait, de mon côté, parce que pour moi, c'était vital pour travailler correctement. Et en fait, ça m'a amené à ignorer les différences qui existent culturellement, même si mon éducation avait fait que je ne me posais pas la question. C'est vrai que moi, je ne me suis jamais posé la question de je suis une femme, est-ce que je peux faire pilote? C'était plus j'en ai les compétences ou pas. Mais par contre, est arrivé sur des réactions, sur des remises en question. Je parle beaucoup, alors dans le poste, je dis facilement ce que je ressens, ce que je pense, ce que machin, et souvent, je ressentais le côté où j'avais l'impression qu'il voulait me rassurer, en fait. Et c'était pas du tout ça. Moi, j'ai changé juste pour progresser, en fait. Et puis, j'ai eu des discussions comme ça avec des collègues qui me disaient non, mais nous, si on se dit ça entre nous, on se rabaisse, on va dire. Et là, tout à coup, alors, je suis naïve, hein, mais je sors un peu de mon truc et je me rends compte qu'en fait, ouais, vraiment, on fonctionne pas pareil. Et je me suis dit que c'était peut-être pas complètement une bonne chose de penser qu'on ait l'égalité des chances, oui, mais bien qu'on comprenne qu'on est quand même différents, malgré une éducation qui n'était pas genrée. La société fait que on demande pas la même chose aux petits garçons, aux petites filles en classe, à l'extérieur, et forcément ça a quand même une incidence. Et quelque part, de le savoir permet quand même d'expliquer certains comportements et du coup de ne pas perdre forcément comment je dirais, peut-être une confiance, je sais pas. Moi, quand je suis passée, en fait, de me l'expliquer m'a permis de voir mon rôle de manager, parce que maintenant, je le vois, c'est principalement du management que je fais, et de le voir d'une façon différente et de vraiment accepter la différence pour en faire une force, en fait, mais pas l'ignorer. Voilà. Le même cheminement en ce qui me concerne. Moi, j'en ai une famille où, pareil, j'ai 2 grands frères, moi, mais il n'y avait pas de distinction en termes d'éducation. En tout cas, je ne l'ai pas ressenti. Moi, j'ai une mère, des grands-mères qui ont toujours travaillé. Et chez moi, on ne fêtait pas la fête des mères, on fêtait le 8 mars parce que c'était important. Et voilà, donc on m'a plutôt poussé en me disant, allez les filles. Du coup, je suis arrivée, enfin voilà, j'avais une grande sérénité vis-à-vis de ma condition féminine, et c'était plutôt pour moi, voilà, je suis fière d'être une femme et point barre. Ce qui fait que j'ai parfois été surprise et déstabilisée par certaines situations. Alors, j'ai beaucoup rigolé aux anecdotes racontées par Chloé. J'en aurais aussi à raconter de ce genre-là, où du coup, c'est déstabilisant parce que tu t'attends tellement pas, tu as tellement, toi, pas intériorisé le fait que tu
tu apparaissais sur ton uniforme comme une femme avant tout, alors que non, toi, tu es le sous-préfet, c'est tout. Tu représentes la République. Donc, c'est parfois un peu déstabilisant. Et pourtant, Charlotte, ta question, je la trouve intéressante parce que je me rends compte que pourtant, même si ça n'a jamais été dans mon éducation, eh ben, j'ai intégré aussi certains travers qu'on attribue aux femmes. Tu vois, je pense par exemple au moment de passer des concours, eh ben, c'était les oraux qui étaient un peu angoissants pour moi. Alors pourquoi mes parents, ils m'ont toujours encouragée à parler, à donner mon avis, et d'ailleurs je le donne tout le temps, même quand on me le demande pas. Mais du coup, effectivement, on a quelque chose qui dépasse largement notre cadre familial. C'est un écosystème, je sais pas, c'est un modèle éducatif en général national. Mais effectivement, on retrouve certaines choses. Voilà. Après, c'est vrai que moi, j'ai une famille où on m'a beaucoup poussée. D'accord. Merci beaucoup. Ah, pardon. Moi, j'aurais une question pour les deux autres intervenantes, donc Joël et Perrine. Est-ce que, parce que je m'aperçois, moi, que dans mon travail, j'ai parfois adopté les codes masculins, justement. Je voulais savoir si vous aussi, du coup, en tant que femme, parce que vous exercez des responsabilités, à un moment donné, vous vous êtes sentie obligée, du coup, d'incorporer, en tout cas, dans votre management des codes masculins, ou si, sans vous en apercevoir, finalement, vous l'aviez intégré. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a eu une volonté de le faire, pas de le faire est-ce que… Moi, j'ai eu l'effet inverse, en fait. Je crois que je suis arrivée après une première génération de préfètes et sous-préfètes qui avaient joué les gros bras et qui arrivaient en mec, tu vois, ça rigolait pas, quoi. Et c'était pour moi un peu il faut pas dire des anti-modèles parce que heureusement qu'elles étaient là et qu'elles étaient pionnières sur ces métiers-là, mais du coup, moi, je crois que j'ai plutôt surjoué le côté féminin. Voilà, ça a plutôt été l'inverse en ce qui me concerne, mais parce que j'étais plutôt de deuxième génération. Ouais, alors pour ma part, alors on va dire que physiquement, j'ai pas cherché à cacher une féminité, mais par contre, je pense que moi, je me suis retrouvée à prendre, alors pas les codes forcément, alors pas extérieur, mais je pense que je me suis retrouvée à un moment à être limite misogyne. Je le dis comme… et j'ai eu un problème, vraiment mon passage command bord en management, là, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est pas du tout le mode de management, on va dire masculin, correspondait pas du tout à mes valeurs, et je me retrouvais vraiment dans une problématique qui m'a fait réfléchir, et où là, j'ai mis à plat vraiment les codes auxquels j'avais adhéré, et vraiment volontairement et consciemment, je me suis dit non, en fait, c'est pas dans la norme entre guillemets parce que j'ai un collègue avec qui je m'entends très bien. On fait une sortie à cheval, machin, puis moi je laisse mon cheval faire ce qu'il veut. Puis il me dit, mais Joël, si un jour tu veux être commandement, il va quand même falloir que tu diriges un peu plus. Je lui dis, ouais, mais moi en fait, mon idée c'est de laisser faire, et puis quand je dois recadrer, je recadre, mais le pauvre, on s'arrête, il broute, il a le droit, et machin. Et en fait, à ma formation de manager, ils ont dit, soyez le manager qui vous ressemble. Et ça a été une phrase. Parce que ça m'a fait me demander ce que je voulais être comme manager. Et là, j'ai repris mes valeurs importantes et pas celles… Parce que finalement, le milieu toxique, entre guillemets, il y a du bon à prendre des deux partout, hein, mais je pense que j'étais trop partie, ça correspondait plus à ce que j'étais, en fait. Et je pense qu'il faut faire attention parce que à être quelqu'un qui correspond pas à nos valeurs, ça se voit déjà. Et donc, on n'est pas crédible. Et je le vois bien parce qu'en fait, moi qui j'étais pas sûre que ça fonctionne et tout ça, mes instructeurs m'ont dit, Joël, tu as un leadership naturel, ce qui pour moi était complètement incertain, on va dire. Et qu'en fait, en étant qui on est, en pensant vraiment… je pense que on doit adhérer à nos valeurs, et c'est important en fait. Et se rendre compte des codes qu'on prend qui ne sont pas les nôtres, sans les rejeter, juste en être conscient en fait. Voilà. C'est effectivement très, très éclairant cette question. Alors, d'autres questions qui ont été posées dans le chat, je ne sais pas si vous avez quelques minutes en plus pour déborder toutes les trois. Donc du coup, Mathilde
nous demande si les concours de haute fonction publique comme l'ENA, nous dit les concours de la haute fonction publique comme l'ENA n'atteignent toujours pas la parité. Comment inciter les femmes à s'y présenter? Comment prendre confiance en soi pour préparer les oraux d'admission ou entretien de recrutement? Et du coup, je pense que la question peut aussi s'étendre à l'ENAC, justement, dont on parlait, et puis peut-être même au concours chef d'orchestre que je connais un peu. Moi, je pense que, voilà, quels sont les freins? Les freins, c'est de se dire, c'est pas pour moi. Donc, c'est pour ça que je vous dis, projetez-vous, voyez des femmes qui vous ressemblent et qui ont fait l'ENA, l'ENAC, les écoles, les grands concours de musique. Il y en a. Alors, peut-être pas assez, mais du coup, venez faire le nombre. C'est vraiment un sujet je pense, de projection, de pouvoir se dire, c'est fait pour moi et donc, il y a un sujet personnel à aborder. Après, ne pas hésiter. On parlait tout à l'heure de sororité. On sait très bien que les oraux des concours, c'est vraiment un truc pour bloquer. Enfin, c'est pas fait pour ça, hein, mais en tout cas, c'est un truc qui bloque souvent les femmes. Donc, donc on s'entraîne et puis on se prépare et puis on y va, c'est tout. N'hésitez pas. Et n'hésitez pas à solliciter les plus vieilles. Oui, un peu dans la même idée, il y a l'idée de s'entourer en fait de personnes qui vont accompagner votre développement de carrière, des personnes en fait qui se réjouissent véritablement en fait pour votre potentielle réussite. Et puis l'idée, c'est de se dire que une fois qu'on a réussi, à notre tour, on va pouvoir aider d'autres personnes justement, d'autres femmes à préparer les concours et se réjouir à notre tour en fait pour leur réussite. Je ne sais pas trop. Ça marche aussi pour le territorial d'ailleurs. Moi, je n'ai pas trop. Voilà, c'est oser se présenter. Je vais dire, après les oraux, nous, on n'a pas vraiment mettre tout de son côté pour se renseigner et puis essayer. Mais franchement, oser en fait. Maintenant, on a la possibilité, il faut y aller. Après la préparation des oraux, je laisse Perrine et Chloé en parler. D'accord. Et du coup, on a une dernière question d'Angélique, dans le chat toujours, qui nous dit, auprès de vos collègues femmes, est-ce que vous retrouvez des profils en fait semblables aux vôtres? Donc, est-ce qu'il y aurait un espèce de profil type de femmes qui réussissent dans vos métiers en fait? En termes de profil, est-ce qu'on parle de traits de caractère ou est-ce qu'on parle en fait plutôt de déroulé de carrière ou de parcours, parcours de formation? Ce qu'Angélique a indiqué entre parenthèses, c'est par exemple une éducation peu genrée. Enfin, je pense que c'est un peu par exemple des grands traits dans vos éducations. Juste, il y a Angélique, vas-y, si tu veux prendre la parole. Du coup, bonsoir. Merci beaucoup pour les interventions, c'était vraiment super intéressant. Et du coup, ma question, c'était parce qu'en fait, dans vos 3 parcours, il y avait un truc qui rejoignait. Moi, j'ai pas eu d'éducation non genre, j'ai une éducation non genrée, etc. Et du coup, je me dis, est-ce que dans vos 3 milieux qui sont très différents, c'est quelque chose que vous retrouvez systématiquement dans les quelques femmes que vous êtes et que vous vous dites, on se ressemble beaucoup, soit sur le fait de ne pas avoir eu peur peut-être de se lancer dans un milieu dit masculin, ou est-ce que vous avez eu au contraire des femmes avec une éducation beaucoup plus genrée et qui avaient réussi à le dépasser, par exemple? Alors moi, pour ma part, je pense que plus on va dans plus on change de génération, plus le genre plus le profil est dilué en fait, on va dire. Moi, j'ai beaucoup volé avec une qui est partie à la retraite là et qui donc elle faisait partie des 10 premières. Et donc, ce qui est rigolo, c'est que la connexion se fait très rapidement. Par contre, effectivement, il y a quelque chose où ça fonctionne parce qu'on est câblé pareil, on va dire. Mais par contre, ça se féminise de plus en plus. On va dire, je m'entends très bien avec les jeunes copies, on se marre bien, mais elles ont plus, plus ça va, plus le côté féminin, moins le côté féminin est masqué, on va dire. Après. Je me dis qu'il y a quand même quelque chose dans le profil qui se ressemble parce que souvent c'est rare, ça matche bien quoi. On se marre bien. Il y a quand même de l'affinité quoi.
Donc, je me dis qu'il y a quand même quelque chose qui doit faire qu'on doit avoir des profils similaires, même si c'est moins marqué qu'avant, je pense. Avant, c'était vraiment, moi, les femmes commandant de bord que j'ai eues, c'est quand même, bon, elles ont bataillé et on sent qu'il y avait quand même un profil très masculin, enfin, qui se voyait sur le physique et qui se sentait sur, c'était de la bataille, quoi. Voilà, ce que je ressens moins maintenant. Voilà. Ouais, c'est pour ça que je posais la question effectivement du profil presque psychologique, parce qu'au final, dans nos métiers, je suppose à toutes les trois, on ne retrouvera pas de collègues en fait timides, c'est-à-dire qu'on est presque des entrepreneuses, on exerce des responsabilités, on fait de la gestion des équipes, de la gestion des ressources humaines aussi, on manage des groupes, donc effectivement, peut-être sur le profil, alors en tout cas en termes de parcours universitaire, parcours de carrière, je ne pourrais pas dire, mais mes collègues étrangères notamment, j'ai envie de dire, oui, on va être câblé pareil, c'est sûr, c'est-à-dire qu'on a une grande force intérieure, on n'a pas peur de la prise de parole en public. Il faut avoir, j'ai envie de dire, une image à soi qui est assez cool, c'est-à-dire on est face au public, donc il faut être détendu par rapport à ça, il faut avoir de la confiance en soi. Donc, je ne sais pas si en termes de parcours effectivement universitaire ou de parcours de formation, je pense qu'il doit y avoir effectivement des profils très différents. Par contre, en termes de profil psy, sans doute mais ce ne serait pas uniquement sur le milieu de la direction d'orchestre, c'est-à-dire sur les milieux où on attend certaines responsabilités, on va retrouver des profils avec des caractères qui sont très similaires en fait. Moi, j'aurais beaucoup de mal à répondre à ta question. J'ai dit que je ne sais pas quoi répondre honnêtement. Je n'en sais rien. Je trouve qu'on est très différentes. On a des traits de caractère effectivement communs, mais c'est parce que c'est celles qui choisissent ce métier aussi. C'est normal, effectivement, ce que disait Chloé. Moi, je ne connais pas beaucoup de timides dans mes collègues, mais en même temps, ce n'est pas un métier pour timides. Donc, tu passes ta vie à rencontrer du monde. Ce n'est pas fait pour les introvertis. Moi, je sens une grande différence culturelle et sociale parfois avec mes collègues, mais du coup, c'est mon milieu familial. Ce n'est pas forcément l'éducation genrée ou pas. Je ne saurais pas te répondre. C'est très intéressant, en tout cas, d'avoir vos points de vue sur ces différents aspects. Alors, il n'y a plus de questions dans le chat et on a de l'heure déjà. Donc voilà, je veux vous remercier une dernière fois, toutes les trois, d'être venues ce soir. Peut-être juste, on va essayer de prendre une petite photo pour la communication. Donc, si les participants et participantes pouvaient juste allumer leur caméra, au moins pour la photo, ce serait mieux de faire. Sinon, on fera la photo comme ça et puis voilà. Alors, super, merci beaucoup. Alors, hop. C'est tout bon. Écoutez, merci à tous et à toutes d'être venus. Donc, merci une nouvelle fois à nos participantes. Et puis, on espère qu'on pourra refaire ce genre d'événement rapidement. Amandine, merci beaucoup. Et puis, bonne soirée à tous. Et puis, voilà, bonnes études. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup également. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Ouais. Bon, Amandine. On débriefe ou on déconnecte? Mais il y a des gens qui ont l'air de rester sur le chat. Alors, je sais, enfin, sur les connectés, je sais pas trop. En tout cas, merci, c'était très bien. Voilà, elle dit elles sont extra, ces petites. En tout cas, merci beaucoup une nouvelle fois toutes les trois. Enfin, moi, j'ai trouvé ça personnellement super intéressant et super enrichissant. Donc, c'était pour moi aussi. Ouais, c'était un bon moment. Oui. Super. Surtout en ce moment, ça change un peu de la monotonie. Oui, c'est clair. Eh bien, Bon, merci merci. pour ces belles rencontres. Juste un dernier petit truc, c'est plus une question personnelle. Joël, ça vous dérange si je vous contacte en privé pour parler un peu de votre métier, parce que ça m'intéresse quand même. Alors, Voilà. oui, sans souci, mais pas ce soir, parce qu'en fait, j'ai une Non, invitée bien à la sûr, bien maison. sûr. Voilà. Non, mais vous inquiétez pas, il n'y a pas de plus tard comme ça un peu. Voilà, avec plaisir. C'est Pas de gentil. problème, Tanguy. Voilà.
Bon, bonne soirée à Bonne tous soirée et à tout le toutes. monde. Bonne soirée, Au revoir. à bientôt. Bonne soirée, merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci beaucoup, au revoir. À bientôt.